l'UX design dans le jeu vidéo, les gardiens du fun, les gardiennes du fun. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça comme ça. Donc, comme on m'a déjà présenté, je m'appelle Lotario Areski. Je suis game designer. Donc, j'ai un bachelor en game design de l'ICANN à Paris, puis aussi un master en game design également d'une école qui s'appelle CADAC à Copenhague, au Danemark. Et j'ai également travaillé sur quelques titres avec le studio parisien Darjeeling Productions. Le premier titre sur lequel j'ai travaillé était Californium, donc qui est un jeu d'exploration en 3D qui est inspiré d'un écrivain de science-fiction américain qui s'appelle Philip K. Dick, pour ceux qui connaissent. C'est celui qui a inspiré les films de Blade Runner ou de Minority Report, par exemple. Et ensuite, on a travaillé sur un deuxième jeu, cette fois pour téléphone mobile, qui est un puzzle game appelé Homo Machina, dans lequel en fait le joueur découvre le corps humain comme si c'était une espèce de grande usine et dans laquelle il y a plein de petits bonhommes qui travaillent. Donc il va devoir explorer le corps humain pour résoudre les différents tableaux et découvrir une petite histoire qui se déroule à l'intérieur du corps. Ce jeu est également inspiré sur un autre artiste qui s'appelle Fritz Kahn, qui est un docteur et père de l'infographie moderne. Donc ça devrait vous intéresser à mon avis. J'ai également travaillé sur d'autres choses un peu plus étranges. Donc ça, c'est mon travail perso, dans lequel, en fait, je fais des jeux vidéo, mais qui sont alternatifs. Si vous connaissez le terme Alt Control, bah, c'est juste des jeux vidéo où le contrôleur est un contrôleur différent des manettes classiques ou des claviers souris. Donc là, on peut voir, c'est une fille qui joue avec un parapluie. Et en fait, c'est un parapluie qui se transforme en même temps en écran de jeu et en contrôleur de jeu. Et grâce à lui, on pourra découvrir une peinture de la Renaissance avec un tout autre aperçu. J'ai produit d'autres pièces comme Gaze ici, qui est un jeu de plateau hybride, jeu de smartphone, dans lequel il faut en fait retrouver des anamorphoses qui sont des images déformées et qui ne peuvent être reformées que depuis un certain point de vue. Donc le jeu, c'est de chercher les anamorphoses et prendre une photo avec le téléphone qui a un logiciel de reconnaissance d'images et du coup qui processe les images automatiquement. Et finalement, la dernière pièce sur laquelle j'ai travaillé s'appelle Aura-fichage et c'est une pièce dans laquelle vous êtes enfermé dans une espèce de cage avec des cubes lumineux qui vont clignoter et il faudra toucher les cubes clignotants avant qu'il soit trop tard. Mais comme vous êtes au milieu de cette cage, bah, vous ne voyez pas très bien les cubes qui sont autour de vous. Et c'est un jeu qui joue donc dans de la tension entre le tangible et l'intangible. Donc voilà, j'ai un profil de game designer qui est un peu explosé. Donc j'ai travaillé sur pas mal de choses. Euh, et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément donc, de l'UX dans le jeu vidéo. On va passer par trois sujets principaux. Donc, quel est l'objectif d'un jeu vidéo, tout d'abord. Ensuite, on va explorer ensemble quelque chose qui s'appelle le modèle ou le framework MDA euh, pour expliquer quels sont les différents types de fun qui existent dans un jeu vidéo. Et finalement, on va faire un parallèle entre les 5 éléments de l'UX de Jesse James Garrett, que vous, je pense, vous devrez connaître, pour les appliquer aux jeux vidéo. Voilà. Donc, tout d'abord, quel est l'objectif d'un jeu vidéo? Je sais que c'est une question un peu étrange, puisque un jeu vidéo, normalement, sa fonction est de nous divertir, de nous entretenir. Il n'y a pas de but à un jeu vidéo, sauf des fois si on parle de serious game. Mais je veux vous intéresser de cette manière pour que vous pensiez à l'objectif d'un jeu vidéo un peu de la même manière dans laquelle vous pensez à l'objectif d'un site web, par exemple. Donc un site web, par exemple Facebook, on pourrait dire que son objectif est de connecter les gens entre eux, même si c'est pas forcément vrai.
Et dans le jeu vidéo, donc, il va y avoir des jeux qui auront des objectifs différents. Est-ce que ce sera de nous divertir? Est-ce que ce sera d'être un passe-temps, de découvrir une histoire? Bah, je pense que toutes ces réponses, en fait, sont valides. Il y a des jeux comme Outer Wilds dans lequel vous allez découvrir un système solaire à l'aide de votre vaisseau. En fait, toutes les planètes sont miniatures et vous allez pouvoir découvrir en explorant l'espace euh, quels sont les secrets que garde ce système solaire et les civilisations anciennes qui l'ont habité. Donc c'est un jeu qui est basé sur la découverte, sur l'énigme un peu, sur la narration. C'est un fun très spécifique, c'est un objectif très spécifique, c'est la découverte par l'exploration, d'accord? Alors qu'un jeu comme Doom sera bien différent. Déjà, pour profiter de l'expérience que Doom nous propose, donc de l'objectif que le jeu nous propose, il faut être bon à Doom. Il faut pouvoir relever le défi de détruire des ordres de démons pour avoir accès à cette expérience qui est frénétique, qui est sensorielle, qui nous entraîne quelque part, qui nous fait nous oublier de nous-mêmes. Et donc, moi, je dirais que l'objectif de Doom est de précisément nous faire ressentir des émotions fortes, hein. Finalement, on parle beaucoup de l'état de flow qui nous emporte dans cette idée où on s'oublie presque nous-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est l'objectif de Doom, alors qu'un jeu comme That Dragon Cancer va nous confronter à la perte d'un être cher par une maladie. Donc, ici, l'objectif du jeu serait plutôt de confronter l'être humain à sa propre mortalité, quelque part. Voilà, donc je pense que le jeu vidéo a des multiples objectifs et en fait, chaque jeu aura un objectif expérientiel différent. Et là, je vais décréter, je vais faire un décret, et possiblement la majorité des game designers vont un peu me haïr, mais pour les fins de cette presse, je pense que c'est utile de dire ça. Je pense que l'objectif d'un jeu est d'être fun. Donc ici, je n'entends pas le fun comme la définition anglaise qui dit que le fun est une activité légère qui est menée qui mène les gens à se divertir, etc. Euh, je propose plutôt le fun comme une expérience esthétique complète et vous allez voir de quoi je parle. Et en plus, bon, là vous allez me dire, il y a certains jeux qui ne sont pas fun en fait. Comme par exemple That Dragon Cancel qu'on a vu avant, ou encore Papers, Please, qui est un jeu que vous devriez tous connaître. Euh, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un policier ou une policière aux frontières et vous devez gérer le flux des migrants qui s'introduisent dans votre pays, qui s'appelle la Troska, en vérifiant si leurs papiers sont à jour, sont valides ou pas. Donc, quel est le type de fun qu'on peut avoir en faisant un travail administratif, hein, parce que essentiellement c'est ça le jeu. Euh, il y a aussi d'autres types de jeux comme The Longing, où en fait il faut attendre 400 jours en temps réel pour pouvoir voir la fin du jeu. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un jeu qui nous force à attendre 40 jours pour en voir 400 jours pour en voir la fin, donc plus d'un an, peut être fun? Ou encore un simulateur de balade comme Death Stranding, dans lequel vous vous baladez dans un monde et la seule interaction que vous avez, c'est vraiment de marcher à travers ce monde qui est complètement aride. Donc c'est vraiment l'UPS simulateur, quoi. Comment est-ce que ce type de jeux peuvent être fun? Ces trois personnes-là vont nous aider à répondre à cette question avec le framework MDA, donc Robin Tunick, Marc Leblanc et Robert Zubek. J'espère que je n'écorche pas leur prénom. Ils ont développé donc ce modèle qui s'appelle MDA et qui veut dire Mechanics, Dynamics, Aesthetics. En gros, on pourrait décrire les mécaniques comme les règles ou les mécanismes qui sont mis en place pour qu'un jeu fonctionne. Les dynamiques vont être les interactions entre ces mécaniques-là et les esthétiques va être
le régime expérientiel que les joueurs vont vivre en interagissant avec le jeu. On peut entendre ce modèle de MDA également par mécaniques comme les règles du jeu, les dynamiques comme les systèmes du jeu, donc comment est-ce que les règles interagissent entre elles, puis finalement les esthétiques comme le fun que présente le jeu. Et précisément, dans cet article, dans ce framework de MDA, les auteurs décrivent 8 types de fun différents qui donc nous permettront d'éclaircir un peu cette idée de comment est-ce que des jeux proposant des expériences totalement différentes peuvent tous être fun s'ils sont bien faits. Voilà, donc le premier type de fun, on appelle ça la sensation. Donc c'est vraiment le fun comme une expérience physique et mentale. C'est vraiment comment est-ce que vous expérimentez euh, les sensations quand vous jouez à un jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir principalement dans les jeux de course, dans les jeux qui impliquent du mouvement, par exemple. Ensuite, il y a la fantaisie, qui est la découverte ou plutôt l'immersion dans un nouveau monde. Vous voyez de Witcher, c'est un peu, en fait, la fantaisie, c'est un peu le selling point, le point de vente de tous les jeux en open world qui vous promettent en fait un, une expérience complètement nouvelle dans un monde que vous connaissez pas. Et en plus, un monde qui est fantastique, d'accord? C'est un monde qui est différent au nôtre, peu importe s'il est réaliste ou pas. C'est un monde que l'on ne connaît pas et que l'on va découvrir à travers l'exploration. Euh, le troisième type, c'est la narration, donc le fun comme histoire. Ici, on va ranger tous les jeux euh, qui transmettent une histoire, hein, tous les jeux, tous les point and click par exemple, tous les visual novels, même des jeux comme Life is Strange, euh, se basent sur ce type de fun. Donc, même au-delà de leur puzzle et ce genre de choses, le plaisir du jeu, le fun, c'est dans la découverte des personnages, dans la découverte de leurs interactions et dans la découverte des faits même du jeu. Ensuite, le plus commun des types de fun, ce serait les défis, donc le fun comme obstacle à dépasser. Euh, et ça, ce type de fun est utilisé en fait dans pratiquement tous les jeux vidéo qu'on connaît depuis Mario, Tetris, euh, jusqu'à les jeux d'aujourd'hui. Parce que c'est le type de fun qui nous permet de mieux présenter euh, un objectif clair au joueur qui pourra surpasser et donc obtenir du plaisir précisément du surpassement de ce défi. Ensuite, il y a la camaraderie, donc le fun comme tissu social. Et ici, il faut comprendre la camaraderie vraiment comme une coopération, mais aussi comme une compétition. Donc, le jeu de Among Us est l'exemple clé de ça, hein, qui est devenu hyper joué pendant la pandémie, parce que précisément, ça nous permettait de socialiser avec, avec nos amis, mais également de rentrer en compétition avec eux. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ce jeu a très bien marché, parce qu'il nous permettait un peu de nous chamailler sans vraiment nous battre, quoi. Euh, ensuite, il y a la découverte. Donc la découverte comme fun de l'exploration de l'inconnu. Ici, ce fun est différent à celui de la fantasy, car il se base vraiment sur l'exploration du monde. Pas tellement que dans un monde différent, dans une fantasy de monde ouvert, par exemple, mais vraiment dans une idée de découverte de la nouveauté. Euh, et cette découverte, en fait, elle peut être de plusieurs ordres. Dans un jeu vidéo, par exemple,
où vous battez contre des boss, la découverte d'un nouveau boss fera partie de ce type de fun. Ensuite, l'expression. Donc l'expression, c'est vraiment le fun comme création, hein, comme outil de création, comme bac à sable. Et Minecraft est l'exemple parfait de ça. Je crois que Roblox, qui est plus récent, se base aussi sur ce principe, dans lequel en fait on va donner un set d'outils aux joueurs qui vont pouvoir utiliser de la manière dans laquelle ils voudront. Et du coup, ils pourront exprimer leur propre création, leur propre moyen de jouer, en fait. Et le dernier type de fun, c'est la soumission. Euh, la soumission, donc, en fait, ce terme est un peu trompeur, mais en fait, ça désigne le fun comme passe-temps. Donc, vraiment, l'abandon de soi-même au jeu. Tous les jeux hyper casual, par exemple, rentrent dans cette catégorie, comme Flappy Bird. Et c'est vraiment juste le jeu comme jouet, presque, vraiment comme passe-temps. Voilà, donc je vous parle de ces types de fun qu'on va un peu revoir. Donc sensation, fantaisie, narration, défi, camaraderie, découverte, expression et soumission. Je vous en parle car je vais vous parler un peu de game design inévitablement parce que c'est mon métier, mais également parce que même si vous êtes voué à être des UX designers dans le jeu vidéo, vous devez comprendre d'où vient l'expérience de jeu que les joueurs vivent. En fait, une des compétences que vous devez développer, c'est de comprendre les sources de fun de chaque jeu qui change d'un jeu à l'autre pour pouvoir mieux transmettre une expérience utilisateur ou plutôt dit transmettre l'expérience utilisateur correcte aux joueurs qui match avec le fun que vous êtes en train de développer. Et donc, il y a différents types de fun dans chaque jeu. Et en fait, il n'y a pas un seul type de fun pour chaque jeu. Chaque jeu va avoir un peu de tous les types de fun et il va principalement se remarquer sur 2 ou 3 types de fun. Donc Mario, ici, on pourrait dire que c'est d'abord un jeu de défi dans lequel il faut surpasser vos opposants, hein, soit des NPC ou d'autres joueurs dont vient la camaraderie. Donc vraiment, c'est un party game, hein, c'est un party game, donc il est vraiment là pour divertir en équipe, en collaboration. Puis finalement, c'est un jeu de conduite, donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur la sensation. Quand vous allez très vite dans Mario, c'est très kiffant, et quand vous tombez de la piste et que vous devez recommencer à accélérer, c'est horrible. Et je pense que tout le monde peut très bien imaginer cette expérience, et c'est vraiment le fun de la sensation qui est exemplifié. D'accord. Donc en revenant un peu dans notre modèle de MDA, je vais vous parler un peu de l'expérience du développement parce que c'est les game designers qui vont définir en fait les conditions du fun. Donc les conditions des 8 types de fun qu'on vient de voir avant. Et le game design, à l'égal que l'UX design, sont des règles de design, enfin des domaines du design qu'on appelle de deuxième ordre. Parce que on ne design pas directement du fun, on ne design pas directement une expérience utilisateur. On est capable de designer les éléments autour de cette expérience qui pourront permettre l'expérience qu'on veut, mais on ne les design pas directement. Et donc, les game designers vont se dédier à définir des règles et définir des systèmes qui vont créer les conditions dans lesquelles différents types de fun vont se déployer. Et donc, dans leur article de MDA, ces 3 personnes-là nous disent que, en fait, les game designers et les joueurs expérimentent les jeux
depuis deux points complètement opposés. Le game designer commence par concevoir des règles et les systèmes du jeu pour arriver au fun, alors que les joueurs expérimentent le jeu plutôt de l'autre côté. Ils vont avoir d'abord un aperçu de l'expérience esthétique que le jeu présente, et ensuite, au fur et à mesure qu'ils interagissent avec le jeu, qu'ils perdent, qu'ils réessayent, etc., ils vont arriver à connaître les systèmes du jeu, ils vont arriver à connaître les règles du jeu. Sauf que quelque chose que ces personnes-là ne mentionnent pas dans leur article des MDA, ou qui n'était pas dans le cadre de cet article, est que l'accès au fun n'est pas direct, en fait. On n'arrive pas dans un jeu comme ça, tout simplement, on l'allume, on prend la manette, puis on a du fun. Ça marche pas vraiment comme ça. Des fois, ça marche pour les très bons jeux, mais en vrai, il y a une barrière, ou plutôt des éléments que le joueur doit apprendre, doit intégrer avant de réellement pouvoir s'abandonner au jeu et pouvoir expérimenter l'expérience qui lui est proposée. Et ça passe donc par l'apprentissage du jeu, ça passe aussi par l'interface utilisateur, qui sont tous des choses que le joueur doit apprendre à voir. Il y a un travail qui est fait, bien entendu, pour que tous ces éléments-là soient le plus accessibles possible. Donc, il y a aussi une notion d'accessibilité, hein. Est-ce que tous les joueurs ont les mêmes compétences? Est-ce qu'un joueur daltonien peut jouer à votre jeu? Est-ce qu'un joueur avec une motricité différente peut jouer à votre jeu? Euh, donc tout ça, c'est des blocages qui vont arrêter les joueurs d'accéder au fun. Il n'y a rien de plus frustrant, par exemple, qu'un jeu dont l'interface ne fonctionne pas bien et qui ne vous permet pas d'interagir avec le monde du jeu proprement. Et c'est là où vous intervenez. Donc c'est là votre travail, qui est de proposer une expérience d'interaction avec le jeu le suffisamment lisse, le suffisamment euh, acceptable ou euh, euh, communicable pour que les joueurs puissent accéder au fun. Et c'est pour ça que je parle de gardiens et gardiennes du fun, parce que il faut vraiment que vous voyez votre travail comme ça. L'UX designer dans le jeu vidéo, c'est quelqu'un qui va s'assurer que les joueurs auront accès au fun que le jeu propose, même si ce n'est pas les UX designers qui développent ce fun en lui-même. Bien sûr, vous y participez. Mais euh, mais il y a vraiment donc une notion dans laquelle euh, vous allez communiquer les informations nécessaires aux joueurs pour qu'ils puissent apprendre à jouer, qu'ils puissent jouer, et donc qu'ils aient accès à l'expérience que le jeu propose. Et pour vous éclaircir un peu plus cette question, bah, je vais passer sur les 5 éléments de l'UX, de l'UX design, selon Jesse James Garrett, en faisant un parallèle entre la différence de l'UX dans le jeu vidéo et l'UX dans le web, pour vous donner un point de référence. Donc, les 5 éléments de l'UX, selon Jesse James Garrett, se découpent comme ça. Donc, le premier étant depuis le bas la stratégie du site. Quels sont les besoins de l'utilisateur? Quel est l'objectif du site? Rappelez-vous qu'ici, on parle en termes de web, mais on pourrait très bien remplacer ça par définir l'expérience du jeu et le public cible, par exemple. Ensuite, après les stratégies, il y a les fonctionnalités. Donc, quel est le cadre de développement du jeu? Quel va être son contenu? Comment il va fonctionner très précisément? Ensuite, la structure. Euh, Comment est-ce que le jeu va communiquer son information? Quelle est l'architecture de l'information à l'intérieur du jeu? Puis le squelette, qui est bah, le wireframe de votre page, hein, enfin de votre jeu, très concrètement. Finalement, pour passer dans le design visuel, qui devrait plutôt être appelé design sensoriel, puisque on designera pas seulement l'aspect de l'interface, mais également, par exemple, des feedbacks haptiques, donc de vibrations. Et ça entre aussi dans ce domaine-là.
Évidemment, les éléments de l'UX de Jesse James Garrett sont un peu plus complexes que ça. Je voudrais que vous gardiez en tête seulement que euh, ces éléments-là se superposent, donc stratégie, fonctionnalité, structure, squelette et surface, et qui vont de l'abstrait vers le concret. D'accord? Donc la stratégie, c'est quelque chose de prototypé, c'est quelque chose d'écrit, mais ce n'est pas quelque chose de concret, alors que le design sensoriel, c'est vraiment l'aperçu de votre page, de votre jeu vidéo, très concrètement. Je veux, je vous invite à lire ce bouquin parce que, euh, enfin moi je l'ai trouvé très bien, je l'ai lu pour cette présentation et il est très utile. Une autre chose qui est importante à comprendre pour moi dans ce bouquin-là, c'est que de par la, de par la superposition des éléments de l'UX, les décisions qu'on prendra à un niveau inférieur vont affecter les options de choix qu'on aura au niveau supérieur. Et en fait, si à un moment donné, on veut choisir une option à laquelle on n'a pas accès, bah, il faudra revenir en arrière pour revoir nos décisions sur les éléments précédents pour pouvoir quelque part débloquer cette option. Euh, je pense que c'est important parce que ça décrit bien la manière dans laquelle on peut développer un jeu vidéo, une page web, en tout cas en termes de création conceptuelle. Et, euh, et comment vraiment il faut revenir en arrière si on se débloque pas les bons chemins, si on voit pas à l'avance, en fait. Voilà. Donc, on va commencer en concret. Euh, Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Euh, Quelle est la différence entre la stratégie du web et la stratégie du jeu vidéo? Alors, dans un site web, on dira quelque chose comme définir les objectifs du site, donc des objectifs business, hein, et les besoins des utilisateurs. Quels sont les besoins que le site va devoir remplir? Alors que dans le jeu vidéo, on va plutôt parler de l'expérience voulue, euh, du fun qui doit être transmis aux joueurs, mais aussi les moyens par lesquels les joueurs atteindront ce fun. Et bien entendu, puisqu'on parle de joueurs, bah, il faut aussi parler de, puisqu'on parle de joueurs, bah, il faut parler de public cible. Et on fera ça dans cette partie-là. Voilà, donc la première question qu'il faut se poser, c'est quelle expérience va transmettre mon jeu? D'accord? Donc, est-ce que ça va être une expérience d'exploration en monde ouvert, dans un futur post-apocalyptique, mais dans lequel les machines sont devenues les nouveaux dinosaures quelque part? Est-ce que ça va être une expérience de puzzle game abstraite dans laquelle les joueurs vont devoir revoir finalement la manière dans laquelle ils pensent pour pouvoir interagir avec le jeu, pour pouvoir avoir accès au puzzle et à ce moyen de penser du jeu? Euh, ou alors, est-ce que ça va être, encore une fois, une expérience un peu abstraite, mais plus poétique, comme ce jeu-là qui s'appelle Starseed Pilgrim. Pardon, le jeu est Horizon Zero Dawn, Antichamber, puis Starseed Pilgrim, qui est donc un jeu dans lequel vous devez construire des tours qui vous permettront d'avancer dans un espace qui est complètement blanc et de trouver ces espèces de mini-poèmes. Ça ressemble presque à des haïkus. Et donc, c'est vraiment une expérience qui est très mécanique, mais qui est en même temps très directement poétique. Et pour définir l'expérience d'un jeu, bah, en fait, il y a plusieurs moyens. Il y a beaucoup de moyens. En vrai, chaque studio, chaque game designer a ses propres techniques, mais on va parler de quelques-unes. Donc déjà, une expérience peut être décrite dans une simple phrase, hein, dans un pitch. Par exemple, un jeu d'exploration spatiale dans lequel le joueur est attrapé dans une boucle temporelle. Donc là, je suis en train de vous décrire le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Outer Wilds,
qui est un jeu d'exploration spatiale dans lequel on a un vaisseau. Et en fait, ces simples termes posent déjà énormément de questions, d'accord? Donc, c'est un jeu d'exploration spatiale. C'est un jeu dans lequel on va sortir dans l'espace. Ça veut dire que déjà, on va pouvoir prendre un vaisseau peut-être, qu'on aura un moyen de sortir dans l'espace. Ça veut dire aussi qu'il y aura quelque chose à explorer, hein. Si on est dans l'espace, bah, ça sera très certainement des planètes ou des astéroïdes, des stations spatiales. Euh, et le deuxième élément, donc la boucle temporelle qui vient ajouter de la complexité à cette phrase, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que le joueur est attrapé dans une boucle temporelle? Comment est-ce que le gameplay est affecté par ça? Donc ça pose déjà plein de questions, mais ça nous donne déjà un aperçu de à quoi va ressembler l'expérience du jeu. Ça, on l'appelle aussi un elevator pitch ou un pitch, tout simplement. Un autre moyen de définir une expérience de jeu est parmi un mood board. Donc ici, évidemment, le message qui est passé, l'expérience qui est passée est un peu plus floue, mais moi, en regardant ce mood board, je me dis déjà, enfin, énormément de choses. Je dis que c'est un jeu qui va être situé dans les ruines préhispaniques ou peut-être même dans la temporalité des Aztèques, des Mayas et tous ces peuples-là. On va explorer ces ruines, mais je vois aussi qu'en fait c'est un jeu avec plusieurs personnages, donc c'est soit un jeu multijoueur, soit un jeu dans lequel le joueur contrôle plusieurs personnages, donc un espèce de tactical ou un RPG euh, aux allures de Final Fantasy par exemple, dans lequel ils vont explorer des donjons ou des choses comme ça, puisque toutes les images que je vois sont en intérieur, hein. Et finalement, il y a une autre image qui est assez particulière, qui sont les voitures qu'on peut voir ici. Donc, c'est un peu vraiment les voitures préhistoriques, hein, un peu anachroniques. Et donc, ça donne vraiment un dernier élément expérientiel à penser. Ça veut dire que ce groupe de quatre héros ou super-héros ou je ne sais pas quoi vont explorer des ruines préhispaniques en conduisant des voitures préhistoriques. Donc, ça donne déjà un aperçu de comment sera développé le jeu, de quelle expérience il va donner. Bien entendu, on peut également faire des prototypes papier. J'imagine que vous êtes assez habitué à faire ce genre de choses en UX. Euh, et il s'agit vraiment d'essayer de transmettre la manière dans laquelle le jeu fonctionne à travers directement de l'interaction dans le jeu. Je vais pas m'attarder plus sur ça. Il y a d'autres moyens également de passer une expérience, de faire passer une expérience de jeu comme un prototype digital, hein. Il y a des fois où tout simplement l'expérience qu'on veut transmettre est plus facilement explicable par une interaction qui va être brute, qui ne va pas être finie, mais qui va être plus compréhensible que de faire un pitch. Ça sera ça notamment pour les jeux qui utilisent la sensation comme fun principal. Les jeux de voiture, par exemple. C'est des jeux où il est difficile d'apercevoir l'expérience du jeu sans pouvoir le tester quelque part. Donc voilà pour l'expérience de jeu, qui en fait va être notre Rosetta Stone. Donc ça sera vraiment, quand on définit l'expérience du jeu, ça nous permettra d'établir des règles d'or euh, pour revenir à cette expérience et nous dire si les décisions, nous demander si les décisions qu'on est en train de prendre dans le développement du jeu correspondent ou pas euh, à l'expérience qu'on a développée, qu'on a établie. Et ensuite, une fois que vous avez défini quelle expérience vont avoir les joueurs, bah, il faut se concentrer sur le type de fun que retrouveront les joueurs. Est-ce que ça sera comme dans ce jeu-là qui s'appelle Air Story, dans lequel vous découvrez l'histoire de cette femme à travers des vidéos?
Est-ce que ça sera de la narration, de la découverte, du défi? C'est des choses que vous devrez décider. Et ça va diriger la, euh, la direction de votre vision créative, en fait. Ça va établir la direction de votre direction créative. Ça peut être un jeu aussi basé sur des défis, sur la camaraderie ou sur la soumission, comme les Call of ou enfin, les FPS en général, ou encore des jeux plus d'exploration, de fantasy et d'expression, comme Astronir, qui est un jeu dans lequel vous visitez des planètes créées procéduralement et que vous pouvez terraformer, vous pouvez construire des équipements pour créer plus de choses. Donc, c'est important de définir le fun d'un jeu parce que dans un même genre, on peut avoir des jeux qui ont des attitudes envers le fun qui sont totalement différentes. Donc, dans l'exemple ici, à gauche, on a Cuphead, qui est un jeu qui est basé principalement sur le défi et la découverte. Et vous me direz, mais pourquoi la découverte? Et en fait, la découverte parce que Cuphead est un jeu dans lequel il faut apprendre les patterns des boss, il faut apprendre les manières dans lesquelles ils nous attaquent pour pouvoir esquiver leurs attaques et les surmonter. Donc c'est vraiment découvrir quels sont les nouveaux boss, découvrir quelles sont leurs phases d'attaque et pouvoir les surmonter. Alors que le jeu à droite, qui est également un platformer, qui s'appelle Gris, est beaucoup plus basé sur les sensations, donc principalement les sensations visuelles hein, et la fantaisie, donc la découverte monde nouveau qui nous est inconnu. Et en fait, dans Gris, le challenge, le défi est pratiquement inexistant. Il s'agit vraiment d'une expérience pour nous faire passer le temps. On pourrait peut-être aussi le qualifier comme de son fun de soumission. Voilà, donc ça c'est pour la définition du fun. Et ensuite, dans la stratégie, il faut définir aussi l'identité du jeu. D'accord? L'identité du jeu qui passe d'abord par une identité qui est graphique. Euh, et encore une fois, on peut le voir dans une comparaison entre deux jeux différents, mais du même genre, qui en fait ont pratiquement le même gameplay. Donc à droite, on a The Binding of Isaac, et à gauche, on a Enter the Gungeon. Et dans Enter the Gungeon, on voit très bien que le jeu est thématisé depuis le nom, d'accord? Donc The Gungeon, c'est un jeu de mots avec dungeon, le donjon. On peut voir que les ennemis sont des balles et tout ça. Ça donne euh, une identité vraiment propre au jeu. Et bon, Binding of Isaac égale la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, son identité est basée sur le mythe judéo-chrétien, mais de l'aperçu du sacrilège, d'accord? Donc là encore, une approche complètement, complètement différente, mais qui donne au jeu une identité complètement différente à tous les autres jeux qui existent. Ouais, Hades, c'est un très très bon roguelike également. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Voilà, et donc pour définir l'identité du jeu, encore une fois, je pense que les mood boards sont vos meilleurs amis. Ici, on peut voir par exemple, bon, ça en jette de partout, mais on peut très bien voir que l'identité d'un jeu avec ce mood board-là, ce serait vraiment quelque chose de rétro, synthwave, pixel art, 8 bits, etc., etc. Et on peut vraiment avoir des aperçus déjà de l'identité juste avec ça. Ça sera à vous de définir si jamais vous définissez l'identité d'un jeu. Euh, Ici, par exemple, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de projeté vers le futur, de l'hypertechnologie. C'est les machines, c'est l'exploration de l'univers, mais il y a également un côté qui est sombre là. C'est c'est pas, euh, c'est pas tout à fait lumineux, c'est pas tout à fait joyeux.
Moi, ça me rappelle par exemple beaucoup le jeu de Mass Effect. Ok, il y a pas d'aliens, mais on peut voir l'exploration de planètes distinctes, l'exploration des vaisseaux, euh, le voyage à travers les étoiles, etc., etc. Donc, ça, c'est le processus qu'on a suivi pour Homo Machina, un des jeux dans lesquels j'ai travaillé. Les illustrations que vous pouvez voir ici sont des recherches de direction artistique, donc d'identité, hein, réalisées par Olivier Bonhomme, qui est le directeur artistique de Homo Machina. Et vous pouvez voir qu'en fait, il y a et encore, ça, c'est pas toutes les images, mais on a exploré beaucoup de pistes, tout simplement pour le niveau de la bouche, puisque c'est un jeu dans lequel on explore le corps humain. Et vous pouvez voir que le rang va enfin, ça va depuis le cartoon jusqu'à le terrifiant pratiquement ici en bas. Euh, donc, il faut vraiment explorer les avenues intéressantes de jeu parce que nous, on s'est arrêté sur quelque chose de comme ça, par exemple. Donc, c'est peut-être un aperçu qui est un peu plus simple que ce qu'on a vu avant, mais par contre, c'est un aperçu qui a une identité beaucoup plus forte, qui est vue à travers tout le jeu. Euh, et finalement, le dernier point dont je vais vous parler dans la stratégie, c'est l'évaluation des objectifs. En fait, quand vous définissez une expérience de jeu, quand vous définissez le fun que les joueurs vont avoir avec votre jeu et l'identité de votre jeu, bah, il faut bien savoir si vous avez réussi à atteindre vos objectifs ou pas. Et pour savoir si vous avez réussi vos objectifs, il faut avoir des moyens pour les évaluer. Et pour le coup, les tests, le playtest est le seul moyen ou le moyen le plus concret que je connais pour pouvoir évaluer vos objectifs. Euh, il n'y a pas de critères concrets pour évaluer des objectifs d'un jeu vidéo. Je ne peux pas vous donner une recette pour que vous dites, ah ouais, j'ai réussi à faire passer cette identité du jeu. Ça ne marche pas comme ça. C'est vous-même qui vous allez devoir définir euh, les critères d'évaluation pour vos objectifs. Et c'est pour ça que je vous parle de game design en ce moment. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais il faut vraiment que vous arriviez à comprendre le côté du game design, de développement de l'expérience, parce que le playtest, par contre, c'est votre domaine d'expertise. C'est là où vous allez pouvoir interagir vraiment pour voir si les joueurs ont accès à ce fameux fun que les game designers ont développé. C'est le seul moyen que vous avez pour confirmer si vous avez bien effectué votre travail de gardien ou gardienne du fun. Nous, par exemple, et encore une fois, dans Homo Machina, donc ça, c'est un aperçu pas de un niveau du jeu, mais de trois différents écrans. Donc on a l'œil à gauche, ensuite on a la chambre noire au milieu, et à droite on a la salle de cinéma. Et chacun de ces cadres est un niveau du jeu. Et pour Homo Machina, nous, on se disait en fait, on voulait pas donner d'indices aux joueurs. On voulait que le joueur, puisque ça se joue sur iPad enfin sur téléphone mobile et tablette, qu'il essaye de tâtonner un peu l'écran pour découvrir les éléments interactifs et qu'il puisse donc découvrir le jeu par lui-même, par elle-même. Euh, et également dans le même mouvement de remplir le monde de petites interactions marrantes, esthétiques, mais qui n'appuient pas le gameplay. Ceux qui ont joué à Hearthstone, par exemple, savent de quoi je parle. Donc, Hearthstone, c'est un jeu de cartes dans lequel vous pouvez interagir avec la map. Pouvez même casser des choses. Enfin, c'est très amusant. C'est vraiment des sensations très cool. Mais ça n'affecte pas le gameplay en aucun sens. Malheureusement, sur Homo Machina, on s'est donné cet objectif-là, donc que les joueurs
interagissent avec le jeu, réussissent à jouer le jeu sans aucun indice. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas possible, que les joueurs avaient besoin d'être guidés un minimum et qu'on avait raté notre objectif. Et c'est pourquoi on a ajouté un code couleur extrêmement léger sur les éléments interactifs, de manière pas à donner aux joueurs la réponse du puzzle, mais le guider sans lui dire vraiment les choses. Ah, excusez-moi, pardon. Un dernier point, bien sûr, pour la stratégie, c'est le public cible. Euh, donc, on va passer. Donc, là, on a défini, d'un point de vue du web, on a défini les objectifs du site, d'accord, l'expérience du jeu, alors que là, on va définir les besoins des utilisateurs, quelque part, à qui on va se diriger. Et là, bah, vous saurez faire ce travail mieux que moi, certainement. Il faudra identifier le public cible, il faudra en faire une segmentation, mais encore, il faut comprendre quels sont les profils des joueurs. Parce que dans le jeu vidéo, il y a un profil qui est totalement différent à prendre en compte dans le web ou dans le marketing en général, puisque il ne s'agit pas seulement de savoir quelles sont les caractéristiques de la personne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'elle ne s'identifie pas avec un des deux sexes? Est-ce que c'est quelqu'un d'âgé? Est-ce que c'est quelqu'un de jeune? Mais également, est-ce que c'est quelqu'un qui aime la compétition? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime explorer? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime jouer avec les autres? Donc, il faut apprendre à connaître les personnalités des joueurs quelque part. Et je vous invite à utiliser deux outils pour ça. Donc le premier, c'est la typologie des joueurs selon Bartley, euh, qui en gros situe dans deux axes l'interaction et l'imposition, donc acting et interacting. Est-ce que vous agissez sur ou est-ce que vous agissez avec? Et dans l'axe horizontal, il oppose les joueurs et le monde. Pour dire que, voilà, donc en haut à gauche, les joueurs qui aiment agir sur d'autres joueurs, on va appeler ça les killers, ça sera des joueurs qui vont vouloir faire de la compétition, ça va être des joueurs de FPS, ça va être des joueurs de jeux de voiture, etc. Alors que en bas, les socializers, donc l'intersection entre les joueurs et l'interaction, ça sera des joueurs qui vont vouloir jouer avec d'autres joueurs. Vous vous rappelez le fun comme tissu social. C'est notamment le cas de Among Us, où par exemple tous les jeux multijoueurs, tous les MMO se basent sur ce type de profil. Et de l'autre côté, donc il y a est-ce que vous agissez sur le jeu ou est-ce que vous interagissez sur le monde du jeu? Donc les achievers, c'est ceux qui vont vouloir agir sur le monde, c'est ceux qui vont vouloir le dominer, c'est ceux qui vont vouloir euh, le connaître complètement. Et en bas, il va y avoir les explorers qui vont être beaucoup plus basés sur l'exploration, sur la découverte de secrets, par exemple. Le summum d'un explorer, c'est de découvrir une feature qui les rend surpuissants, par exemple, ou pas une feature, mais un bug plutôt, euh, ou une stratégie qui les rend imbattables. Donc ça, c'est pour les types de joueurs de Bartle. Et ensuite, il y a un autre outil qui est plus complexe, mais que je vous invite quand même à explorer. Ça s'appelle les 5 domaines du play de Jason Vandenberg. Donc Jason Vandenberg qui était directeur créatif chez Ubisoft Montréal et qui maintenant, je crois qu'il est directeur des expériences interactives chez HBO ou un truc comme ça. Enfin, quelqu'un d'assez lourd. Et donc, il prend des sciences cognitives, parce que ça, c'est quelque chose basé vraiment sur la psychologie, une théorie qui s'appelle The Big Five, Ocean, et il les transforme dans les 5 domaines du play, pour dire qu'en fait, et je suis désolé que ça soit en anglais, hein, mais c'est le schéma que j'ai trouvé. Et donc, il dit que
pour différentes personnalités, donc openness to experience, l'ouverture à l'expérience, la conscientiousness, qui est en gros est-ce que vous êtes méticuleux ou pas, l'extraversion, agreeableness, qui se traduit par la gentillesse quelque part, et le neuroticisme, voilà, qui s'entend par lui-même. Et en fait, à chacun de ces types de personnalités, Jason Vandenberg va mettre un domaine du play, donc un élément que ces joueurs-là, qui ont ce type de personnalité, aiment découvrir, aiment expérimenter. Donc par exemple, les gens qui sont ouverts à des expériences, bah, ils vont aimer la nouveauté, grande surprise. Ils vont aimer la nouveauté, mais ça ne s'arrête pas là, puisque chacune de ces types de personnalités se découpe en fait en encore plus de caractéristiques qui vont nous permettre de définir très précisément quel va être l'intérêt de nos joueurs. Donc, en fait, ça va donner des schémas comme ça. Donc, rappelez-vous, hein, on a 5 catégories. Là, on n'en explore qu'une. C'est celle de la nouveauté. Donc, les joueurs qui ont une personnalité d'ouverture à l'expérience vont aimer la nouveauté, mais cette nouveauté peut être de plusieurs manières. Elle peut être fantastique, elle peut avoir un rapport à la fantaisie, mais elle peut être relative à la réalité. La découverte de nouveaux éléments réels, ça fait partie de la fantaisie. Les intérêts artistiques, le drame, est-ce que c'est des joueurs qui vont chercher une émotion dramatique ou pas? Est-ce que ça va être des joueurs qui vont demander un jeu qui va être prédictible ou pas? Donc, c'est vraiment un outil que je vous invite à explorer. Ce n'est pas dans le cadre de cette talk de pouvoir vous l'expliquer complètement, mais à la fin de la talk, je vous passerai le lien de la conférence de Jason Vandenberg dans le chat, puisqu'elle est très très utile.